Le micro, ça va, ouais, et il a tendance à s'affaisser, mais voilà, c'est bon. Bien. Merci d'être là en ce dimanche pluvieux. La plupart d'entre vous n'étaient pas là la semaine dernière. C'est tout un cycle de conférences, d'envoûtement et d'entresort que j'ouvre ici au chapiteau, qui se poursuivra sans doute au mois de septembre. Là, il y aura une coupure pendant l'été. Et tout un cycle autour de cette cour des miracles, qui est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. La cour des miracles, alors c'était un lieu à Paris qui a existé pendant très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, à côté de Strasbourg-Saint-Denis, à côté d'un ancien mur de fortification qui entourait la ville de Paris, et un lieu qui jouait de l'entresort, au sens plein. Alors l'entresort, c'est un mot très intéressant, c'est un mot forain qui vient de la foire, et qui va prendre de l'ampleur au XIXe siècle lorsque les saltimbanques sont relégués aux limites de la ville qui grandit. Et à l'époque, c'est le mur des fortifications d'Adolphe Thiers, qui est plus ou moins au niveau de notre périphérique actuel, et où vont à la fois se retrouver des populations qui ont été expropriées par les grands travaux du préfet Haussmann et qui n'ont plus les moyens de vivre au centre de Paris. Enfin, ils ont été spoliés, on leur a enlevé leur maison, on les a détruites et on a reconstruit des belles façades toutes propres et toutes standards, préfabriquées. Et eux n'ont pas d'autre choix que d'aller peupler cette ceinture de la marge au pied des fortifications. Et c'est aussi l'endroit où vont se réunir beaucoup de saltimbanques et d'artistes forains qui sont eux-mêmes aussi relégués dans les marges de la ville et de l'histoire, et qui vont présenter des baraques où on entre et on sort en un même moment, enfin très rapidement. Alors pourquoi cette fugacité ? Bien parce on entre pour voir des choses extraordinaires. Souvent ce sont ce qu'on appelle des monstres, des freaks, donc des personnes qui ont des malformations ou qui jouent de travestissement et qui laissent croire à l'impossible. Et c'est très mis en scène, donc il faut sortir vite pour ne pas, bien évidemment, se rendre compte de l'illusion qui sous-tend la chose. Donc c'est vraiment des lieux à la fois des lieux de la marge, où on relègue, entre guillemets, les indésirables, ou ceux qui n'ont pas le droit de citer au sein de la ville, quadrillée, traçable et toute propre, et destinée un peu à la vitrine, à la vitrine sociale, qui se construit au XIXe siècle et qui va faire de Paris la ville lumière, et qui va bien évidemment s'exaucer lors de l'exposition universelle de 1900, où Paris devient vraiment le centre des attentions et du prestige européen. Tout ça va bien sûr se casser la gueule avec la Première Guerre mondiale, où tout d'un coup, eh bien, il va y avoir ces horreurs de la guerre qui vont faire redescendre un peu cet engouement. Donc la Cour des Miracles, c'est le lieu où se réunissent les parias de la société, et des gens qui ont pour affinité de se retrouver au chômage, à des époques où il est très difficile de se reconvertir, enfin il est impossible de se reconvertir socialement, et il va falloir rivaliser d'astuces pour survivre au jour le jour. Et donc ces personnes-là, il y a à la fois des soldats, des enfants, des étudiants qui quittent l'université, qui ne veulent plus aller en cours et qui préfèrent boire à la taverne et écrire des chansons profanes, érotiques et philosophiques, ce qu'on appelle les Gauliards. Il y a des mercenaires. Alors les mercenaires, ils hantent les campagnes françaises. Ce sont des gens dont le métier c'est de faire la guerre et qui vendent leurs services à des princes. Et quand les guerres n'ont plus cours ou quand les guerres sont finies, eh bien, ils se retrouvent au chômage. Il va y avoir des marchands de toutes sortes, des gens qui n'ont plus le moyen de subsister, c'est une époque assez intéressante car c'est vraiment le moment. Alors là,
je vous parle du XVIIe siècle, du XVIe, du XVIIe siècle, c'est le moment où on va passer d'une société féodale, médiévale, à une société capitaliste. Et donc c'est un grand bouleversement. Beaucoup de choses vont changer. La question qui va devenir centrale, c'est la gestion des rythmes et du temps de travail, du temps de l'attention. Enfin là, on est dans une question très, très contemporaine. L'attention, c'est devenu aujourd'hui un peu la valeur d'échange et convoitée qui est au cœur de l'économie immatérielle dans laquelle nous vivons. Et justement, cette question de l'attention, elle intéresse beaucoup les saltimbanques, les magiciens, les illusionnistes et tous ces gens de la cour des miracles qui vont essayer de théâtraliser quelque chose qui marche beaucoup à l'époque, c'est la pitié. La pitié qui... alors ils vont... en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se déguiser avec énormément d'accessoires. La cour des miracles leur sert de coulisses. Hein, c'est vraiment une dimension théâtrale. La ville est un théâtre, un peu comme à la même époque, Louis XIV va faire de Versailles un théâtre idéologique hein, qui va faire valoir son prestige, son autorité. Et bien la cour des miracles, c'est la coulisse où on remise les accessoires le soir quand on rentre. Et pendant la journée, on va se déguiser et faire semblant d'être infirme, d'avoir des fausses béquilles, d'avoir des fausses mains pour pouvoir voler le riche bourgeois qui, lui, est un peu bête car il a coutume de porter tout son argent dans une bourse qui tient une petite ficelle qu'il attache sur son manteau. Donc le bourgeois, quand il se promène dans Paris, et il lui arrive souvent de s'arrêter au carrefour où il y a des calvaires, il prie parce qu'il est chrétien et que la question la plus importante pour lui, c'est le salut de son âme après sa mort. Hein. Le salut de l'âme après la mort pendant des siècles en Occident a été l'étalon or mystique et économique qui a permis de gouverner les populations. Le capitalisme va introduire d'autres choses. Mais à l'époque, le salut de l'âme, c'est au centre, et donc le bourgeois fait tout pour avoir une bonne place au paradis et surtout pour écourter son séjour au purgatoire. Et donc le donner de l'argent à un pauvre, c'est œuvrer pour son propre salut, car le pauvre prie pour vous, et la prière d'un pauvre a plus de valeur que la prière d'un riche. Enfin, c'est des conceptions très anciennes. Mais voilà, les mendiants vont utiliser beaucoup de fausses mains. Alors ce ne sont pas des fausses mains, ce sont des vraies mains de pendus, de gens qui sont pendus au gibet. Ils étaient nombreux à Paris. Ils vont les couper et ils vont les mettre sous leur manche, en faisant semblant de prier à côté du riche bourgeois. Et pendant ce temps-là, sous leur manteau, ils ont leurs vraies mains avec lesquelles ils vont pouvoir couper la ficelle qui tient l'escarcelle, la bourse du riche bourgeois. Ça, ce sont des techniques qui sont attestées jusqu'au XVIIIe siècle parmi les coupeurs de bourse, et donc ce sont des choses dont, bien évidemment, l'histoire est très compliquée car il y a très peu de documents qui existent, et on peut comprendre pourquoi. Donc voilà, ce voyage dans la cour des miracles, pour moi, ça va me permettre finalement d'ouvrir à une problématique qui, moi, m'intéresse, qui est celle de la magie et de l'illusion. Alors, j'avais montré beaucoup d'images la dernière fois, et justement, cette cour des miracles, au-delà du lieu historique et traçable qu'on peut retrouver aujourd'hui à Paris, qu'on peut circonscrire, et bien, c'est bien évidemment, ça ouvre à des dimensions de pensée. La cour des miracles, c'est l'endroit où on refoule ce que l'on ne veut pas voir, les lépreux, les pestiférés, les saltimbanques, tous ceux qui sont mal vus par une société qui a besoin de se construire une image propre d'elle-même. Donc c'est vraiment le lieu des marges, c'est le lieu des divinations, c'est le lieu des oracles, c'est le lieu où tout se rejoue en permanence. Il n'y a pas de prévisibilité. Hein. Le capitalisme va vraiment introduire cette notion de prévoyance, d'assurance, quelque chose d'assez sécurisant pour que les gens puissent thésauriser leur argent et se dire qu'il y a une sécurité derrière. Mais à l'époque,
la sécurité n'est pas encore au cœur on va dire des mentalités. On vit dans des mondes flottants, mouvants, changeants. Et la Cour des miracles, c'est vraiment ce jeu qui se recompose en permanence avec l'imagination des pauvres. Et en fait, cette notion est très importante, parce que ça nous met sur une piste. Cette piste, c'est le pouvoir de l'imagination, bien sûr, et cette puissance précaire qui ne tient à rien et qui tient à tout. Et voilà, c'est quelque chose à laquelle j'aimerais ouvrir aujourd'hui. Alors, comme la Cour des miracles, l'imagination est une terre d'asile. Et alors cette notion, elle est assez intéressante. La terre d'asile, c'est un terme juridique, Moyen-Âge. C'est un endroit dans la ville ou à la campagne, c'est un endroit sacré, enfin c'est une sorte de périmètre autour duquel on va édifier ce qu'on appelle des bornes de sauveté. Sauveté, ça veut dire de salut. Et en fait, si vous êtes fugitif, si vous êtes criminel et que vous arrivez en courant et vous arrivez à pénétrer ce périmètre borné, eh bien, vous pouvez y rester à vie. La justice humaine n'a pas le droit de venir vous y déloger. Et ça existait dans les villes, à Paris. À droite, je vous montre un anneau qui existe toujours sur la porte de Notre-Dame, qui était l'anneau que les fugitifs venaient faire sonner pour rentrer dans l'église qui était un lieu d'asile. Donc un lieu sacré où on échappait à la justice. L'asile, c'est une notion qui s'est modifiée un peu avec le temps. Aujourd'hui, bien sûr, vous connaissez le droit d'asile. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être théorisé, entre guillemets, par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'époque de la Révolution française, qui dit cette chose assez intéressante, qui dit « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. » Alors là, il est question d'autres pays. Mais tout ça pour essayer d'introduire cette notion de l'asile. L'asile, c'est le refuge. C'est le refuge inviolable. C'est ce qui ne peut pas être détruit, corrompu. C'est là où on peut se réfugier en dernière instance. Et pour moi, la Cour des miracles, c'est un peu ça. Et l'imagination, bien évidemment, qui est ce qui ne pourra jamais vous être enlevé. Enfin, on verra que toute l'histoire moderne a été une sorte de volonté de rapetisser, d'amenuiser l'imagination, le recours à l'imagination, les ressources imaginatives de l'être humain, pour essayer de l'assécher et pour le faire rentrer bien évidemment dans des comportements de plus en plus mécaniques. Mais cette imagination, elle est toujours vive et je vais vous y inviter. Cette Cour des miracles, donc cette terre d'asile, c'est un peu le refuge de toutes les souffrances et de tous les désirs, de toutes les craintes et de tous les espoirs. Là, je vous montre une image d'un relief qui illustre le jugement dernier. Le jugement dernier, donc c'est une représentation qui est très vivace au Moyen-Âge. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance du salut. Le jugement dernier est au cœur de la vie. Alors c'est assez paradoxal parce que c'est quelque chose qui arrive après la mort, mais c'est quelque chose qui va définir la vie des gens et qui va rythmer d'ailleurs les craintes, les espoirs, et qui va qui dit qu'après la mort il va y avoir un jugement. Et donc le Dieu va séparer le vrai du faux. Cette idée que l'existence est une sorte d'illusion, d'apparence, mais que après il y aura une sorte de révélation d'une vérité qui, pendant l'existence, reste latente et cachée, et que la religion, bien évidemment, instrumentalise à divers buts. Donc cette terre d'asile des gueux, des saltimbanques, des magiciens,
C'est un peu un endroit où tout est confondu, tout se mêle, tout s'entremêle. Hein. C'est bruyant, c'est sonore, c'est coloré. On n'arrive pas du tout à distinguer le vrai du faux, et c'est là la force, en fait. Ça joue toujours d'une confusion qui permet à certaines personnes de survivre au jour le jour et finalement de jouer de cette théâtralité comme une sorte de miroir aussi à la face de la société, en disant mais en fait vous à Paris, dans cette ville entre guillemets nouvelle, toute propre, vous jouez aussi à une forme d'illusion. Nous, ici où nous sommes obligés, parce que nous n'avons pas les moyens d'utiliser des illusions un peu de pauvres et un peu de farce et attrape, mais finalement l'illusion que vous nous proposez, elle est peut-être pire que la nôtre. Voilà, c'est vraiment un double régime de l'illusion où d'un côté il y a une illusion qui est en train de se construire, c'est l'illusion de l'époque moderne, avec cette obsession de la traçabilité des personnes, traçabilité des comportements, pour essayer de mieux visualiser, modéliser le monde. Aujourd'hui, nous avons Google Maps qui nous permet de... Voilà, il n'y a plus vraiment de terres inconnues. Hein. Pendant très longtemps, les hommes ont vécu dans le monde de manière, on va dire, très intérieure. Ils étaient dans leur ville, dans leur village, et ils ignoraient toutes les terres et la géographie du monde. Et donc, ça laissait la place à l'imagination et puis aussi à plein de créations fantastiques. On imaginait beaucoup de dragons et de monstres impossibles qui permettaient un peu d'exorciser les angoisses. Et bien maintenant que tout est visible, que tout est transparent, entre guillemets, les terres inconnues, les au-delà reculent. On a eu un moment, au XXe siècle, tout un engouement pour les extraterrestres. C'est un peu passé. Et aujourd'hui, le dernier bastion, finalement, qu'essaye de conquérir cette entreprise moderne de mise sous cloche du monde, c'est l'âme humaine. L'âme qui est décortiquée par les neurosciences et qui devient aussi le cobaye des algorithmes. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est vraiment une vie vivante qui laisse place... Ouais, ça tombe... Enfin, il y a une sorte d'effet gravitationnel. Cette idée... Donc cette vie vivante de la Cour des miracles, ce foisonnement, cette idée que l'expérience est créative et que l'expérience finalement c'est un mystère. Et c'est là où j'ai envie d'ouvrir un peu l'histoire de la magie occulte ou de l'ésotérisme. Le mot magie est un terme qui prête à confusion et dans lequel tout le monde se perd parce qu'il englobe beaucoup de choses et que on ne sait pas trop qu'est-ce que ça convoque. Pour moi, la magie, elle va être vraiment très très simple. La magie, c'est la créativité du regard humain. C'est comment le regard humain réussit à animer les choses et à participer de ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre ce que l'on regarde, ce que l'on aime et ce que l'on ressent. C'est cette idée que le savoir n'est pas séparé de l'affectif. Aujourd'hui, on a séparé le savoir dans la sphère intellectuelle et finalement, le côté de la jouissance et du plaisir et de l'affect est quelque chose qui est mis de côté. Hein. Dans notre culture, nous avons quelqu'un comme Rabelais qui est un grand jouisseur du savoir et de l'érudition et qui on a toute une tradition qu'on a un peu oubliée, que j'aimerais faire revivre à ma façon. Donc cette cour des miracles, c'est vraiment l'imagination à l'œuvre dans l'existence. Et l'imagination est très créative. C'est un peu un point de départ. Un point de départ où, comme je vous l'ai dit, tout est confondu, tout s'entremêle, tout est bruyant, sonore, cacophonique. Un peu comme en alchimie. En alchimie, il y a... Donc, le rêve des alchimistes, c'est de réaliser, entre guillemets, la pierre philosophale. Pour ce faire, il y a tout
tout un parcours, tout un voyage qui prend parfois une vie, voire plus. Et la première étape de cette aventure, eh bien, c'est de trouver ce que les alchimistes appellent la materia prima, la matière première. Et alors, quand vous lisez des traités d'alchimie, souvent c'est assez complexe. On vous dit la matière première, c'est quelque chose de vil, de profane, de quelque chose qui est mélangé, tout est confus dedans. En fait, il faut partir du mélange le plus confus pour essayer petit à petit d'en extraire des subtilités. Et petit à petit, en extrayant des subtilités, des choses spirituelles, volatiles, l'alchimiste va arriver à quelque chose peut-être de lumineux. La pierre philosophale, on peut l'entrevoir comme une métaphore de la lumière qui vient à la connaissance. Tout d'un coup, la vérité, entre guillemets, apparaît. Et donc, il faut vraiment mettre les mains dans la boue. C'est vraiment cette étape où il faut vraiment se mouiller dans cette matière informe pour la vivre, pour en faire l'expérience. Car finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mystère, s'il y en a un, souvent les traités de magie ou d'alchimie vous laissent croire qu'il y a un mystère codé, voilé, qu'il faut déchiffrer et qu'il y a une barrière de l'initiation qui vous est interdite. Cette barrière, elle est très simple, c'est que la magie, les pratiques qui sont décrites dans ces livres, elles attendent votre propre expérience. Et tant que vous n'en aurez pas fait l'expérience, eh bien, la chose restera bien évidemment indéchiffrable. J'avais écrit un petit texte que je vais passer. Cette étape, c'est un peu l'étape, donc cette matière première confuse, cette cour des miracles, c'est un peu, ça rejoint les cosmogonies anciennes. Dans beaucoup de traditions mythologiques, on parle de comment était le monde avant sa création. Ça, c'est un des plus grands mystères. Et là, je vous montre une image qui est un tableau célèbre, qui est le triptyque du Jardin des délices de Jérôme Bosch, qu'on a l'habitude de voir ouvert, qui a 3 panneaux et qui est refermé. Et là, c'est le panneau qui est refermé. Et il faut savoir que à l'époque, ce triptyque avait été donc commandé. C'était des retables qu'on avait coutume d'exposer dans des églises et qui avaient des fonctions. Les fonctions, c'était que le retable restait fermé la plupart de l'année, enfin tous les jours de l'année en fait, 364 jours, et on l'ouvrait que le jour de la célébration, de la grande fête. Et là, les gens découvraient le tableau et les couleurs et tout ce qu'il y avait dedans, l'animation qui grouillait à l'intérieur. Mais il faut imaginer que ces gens voyaient ce tableau tous les jours de l'année et projetaient leur imagination pour savoir à l'intérieur, voilà, ils attendaient que ce tableau s'ouvre. Donc c'est quelque chose qu'on a un peu oublié parce que ce tableau aujourd'hui il est au musée du Prado en Espagne, à Madrid, et il est ouvert en permanence. Donc il y a vraiment, voilà, essayer de remettre cette temporalité-là. Et alors, vous voyez, le tableau est fermé et il est peint en grisaille. Je vais l'ouvrir tout à l'heure dans quelques instants. Vous verrez qu'à l'intérieur, ce sont des couleurs vraiment très, 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 très vives. Et ça fuse de tous les côtés. Là, pour l'instant, on est encore dans un monde d'avant le monde où on sent que quand même la Terre est en train de se composer. Ce qui est pesant, eh bien, va vers le bas, se conglomère en bas. Et le ciel, tout ce qui est vaporeux, eh bien, ça monte vers le haut. Il y a un double mouvement comme ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, car les alchimistes parlent de ce qu'ils appellent la lutte du fixe et du volatile. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en alchimie. Cette idée que le monde, finalement, il est organisé par 2 forces qui se combattent et qui parfois s'étreignent amoureusement. C'est une force qui va tendre à figer les choses, à vouloir les pétrifier, à vouloir les écrire, les mettre en boîte, et une autre force qui, en même temps, eh bien, s'ingénie à les subtiliser, à les volatiliser, à les sublimer. La sublimation est un terme chimique,
à changer d'état. Et donc dans cette sagesse du fixe et du volatile, qui va me permettre aussi de traverser ces quelques images que je vous propose, eh bien, il y a une création du monde qui est toujours en cours aujourd'hui. C'est-à-dire que cette idée que le monde, en fait, il n'est pas fini, et il a besoin de chaque regard pour se recréer en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important en alchimie, et puis d'un point de vue existentiel, c'est que le monde n'est pas fini, les alchimistes sont là. En tout cas, l'art de l'alchimie est un art qui aide le monde à se parfaire, tout comme le regard que l'on pose sur les choses et sur les personnes permet d'en délivrer parfois une étincelle qui est cachée et permet de la faire mûrir et d'en faire quelque chose qui va vers une forme d'épanouissement. Donc cette notion, c'est vraiment au cœur de ce sujet de l'imagination au pouvoir. L'imagination au pouvoir qui est un slogan de mai 68 qu'on retrouve beaucoup dans les manifestations et qui a une longue histoire. Et donc, dans ce monde d'avant le monde, eh bien, là, je vais vous lire des paroles qui viennent d'une tradition très ancienne, qui est la mythologie égyptienne. C'est le mythe de la création selon la cosmogonie transmise dans la ville d'Héliopolis. Héliopolis, c'est la ville du soleil, et qui nous raconte que, en fait, au départ, il n'y avait rien. Enfin, il y avait quand même un océan primordial. C'est ce que les Égyptiens appellent le Noun, une sorte de masse confuse, comme ça, un peu comme la cour des miracles, comme ce retable fermé. Et puis, à un moment, sur cet océan, eh bien, il y a une sorte de petite butte qui va se surélever comme ça, de manière un peu magique, et sur laquelle va venir le seul Dieu qui existe, qui n'a pas encore vraiment d'incarnation, qui est le Dieu Atum. Et Atum, tout d'un coup, il s'assoit sur ce tertre au milieu de nulle part, il est tout seul, il n'y a rien, il n'a pas encore conscience des choses, et puis, alors c'est assez beau, il y a plusieurs versions, mais on pense qu'il s'est masturbé, et tout d'un coup, il a éjaculé, et là, le monde s'est créé. Tout ça pour dire que c'est la naissance de la conscience, c'est vraiment l'étincelle de la conscience. Tout d'un coup, il y a un regard qui se réverbère, et dans cette interaction avec un dedans et un dehors, eh bien, il y a le monde qui apparaît. Et donc la tradition nous dit ceci, ce sont des mots ancestraux, et c'est Atum qui parle. Il dit « J'étais solitaire dans le Noun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé Nout au-dessus de moi. La première corporation de Dieu n'avait pas encore été mise au monde. L'Énéade des dieux primordiaux n'existait pas. Ils étaient encore en moi. Je flottais absolument inerte. J'ai amené mon corps à l'existence grâce à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même, je me suis constituée ainsi que je le souhaitais, selon mon désir. » Donc vraiment, et là on l'entend, cette dimension démiurgique du regard et du désir, qui est le cœur de toute la pensée magique en Occident, que j'aimerais... voilà, alors bon, excusez-moi, là c'est un peu violent, donc j'ai ouvert le retable pour vous. Donc ce retable, on le retrouve, enfin c'est une image très très connue. Et tout ça pour vous initier aussi à ce silence des œuvres, parce que voilà, ce tableau a été fermé pendant très très longtemps, et les gens n'avaient qu'une journée pour l'admirer, et sans doute ils se pressaient, il y avait des queues immenses, et peut-être que des gens n'arrivaient pas à le voir, et donc on le refermait tout de suite après, et donc ça permettait aussi aux gens d'avoir cette temporalité de l'imagination qui retravaille et qui vient déformer le souvenir dans la mémoire. Donc, on revient à cette dimension un peu initiatique de l'imagination qui vient chercher dans les marges de la ville
là où les baraques foraines et les entresorts promettent de réouvrir les possibles et d'engager un avenir. Avec cette idée, tout ce qui nous entoure recèle une substance spirituelle secrète qui a besoin de nous pour atteindre sa forme parfaite. Et c'est quelque chose qui guide ce parcours. Alors malheureusement l'image, voilà, le vidéoprojecteur jaunit de manière assez méchante ce magnifique manuscrit du XVIIe siècle, qui est un manuscrit alchimique et qui nous montre une image vivante où deux volatiles sont en train de se combattre. L'un est rouge et l'un est blanc. Alors ça a des significations précises par rapport aux grandes œuvres alchimiques, mais c'est cette dimension que je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure, de lutte de fixe et du volatile. Et c'est vrai que moi je me positionne, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est vraiment ce qui échappe, ce qui s'envole, ce qui vole dans le double sens du terme voler. Je l'avais dit la semaine dernière, le mot voler pour dérober quelque chose est un terme qui va apparaître au XVIe siècle en français. En espagnol, on dit encore robar. Robar, ça vient du terme robe. La robe, aujourd'hui c'est un vêtement, mais pendant très longtemps ça a été un butin de guerre. Et donc, en français, on adopte le mot voler parce qu'il y a une assimilation des voleurs à ceux qui guettent du haut des arbres où il y a les nids des oiseaux, dans les chemins, les diligences et les riches marchands qui parcourent les routes. Donc cette idée du vol, qui aussi a une résonance augurale, le vol des oiseaux, c'est ce qu'observaient les anciens augures étrusques, en délimitant dans le ciel une sorte de périmètre imaginaire avec leurs bâtons dans lequel ils attendaient que des signes viennent écrire une interprétation possible. Cette idée de l'attente, de l'attention, d'attendre que quelque chose vienne peut-être nous rencontrer pour produire une signification. Parce que la signification n'est jamais donnée. Et c'est là aussi tout un écueil de toute notre histoire contemporaine. On pense que les significations sont données, qu'elles sont écrites, qu'il faut les apprendre, mais en fait, tout n'attend que nous pour se vivre, pour s'éprouver et pour se donner à la connaissance. Une autre dimension qu'on a un peu oubliée, c'est que pendant très longtemps, les œuvres d'art n'étaient pas des objets esthétiques ou beaux, que l'on admirait de manière froide, mais jusqu'au XVIIIe siècle, les œuvres d'art, les statues, les tableaux étaient des sortes d'intercesseurs chamaniques, entre guillemets, qui jouaient de l'illusion entre l'inerte et le vivant. Je reviens sur le mot inerte, qui est un mot très intéressant. Ça vient du latin in artis, qui veut dire sans art. Ce qui est inerte, c'est pas ce qui est mort, c'est ce qui est sans art. Donc l'art, l'artifice, bien évidemment, l'ingegno. En italien, on a ce terme d'ingegno qui, à la Renaissance, va prendre une valeur magique pour ces ingénieurs qui vont construire des fontaines, des ponts, mais qui vont aussi construire des automates et énormément d'objets magiques qui ensuite, bien évidemment, étaient des objets mécaniques. La mécanique va reprendre le terrain magique après la Renaissance. Mais cette dimension que quand vous rentrez dans une église, il faut savoir que déjà les conditions d'éclairage c'était très théâtral, hein. C'était éclairé à la bougie. Là on est vraiment dans ce que l'art baroque a su rendre dans les tableaux, hein, ce clair-obscur. Chiaroscuro, c'est le clair-obscur, c'est vraiment cette dimension aussi de confusion entre le jour, la nuit, le dedans, le dehors. C'est vraiment cette dimension de rite de passage. Dans les foires extramuros ou sur les ponts, où viennent les illusionnistes et les saltimbanques confondre le vrai, le faux, le réel et le fictif pour donner l'intuition que l'expérience est encore possible, que l'existence est encore possible malgré
la standardisation qui partout grandit la ville et qui partout impose ses règles. Donc cette dimension de l'illusion qui est au cœur du jeu de regard et du jeu entre les spectateurs et les acteurs, entre l'artiste et ses regardeurs potentiels. Cette idée qu'il y a une intelligence des métamorphoses, que finalement on ne vit pas forcément dans un temps chronologique et linéaire tel que l'histoire le déroule, mais que chaque instant est le moment d'un redéploiement de la totalité. Et ça, c'est quelque chose que les jeux de cartes, par exemple, ou les jeux de loi manifestent très bien dans leur dimension initiatique où la partie est toujours remise. Il y a des figures, j'en ai parlé la dernière fois dans le jeu de tarot, la figure du fou qui va devenir le joker dans les cartes américaines, et cette figure qui, n'ayant aucune valeur dans le jeu, a ce caractère exceptionnel de pouvoir toutes les prendre. Donc cette façon finalement parce qu'on n'a rien, finalement on a tout. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver chez un grand penseur et un grand philosophe du XVIIe siècle qui s'appelle Jacob Böhme, et qui dit cette chose très belle, qui dit « La magie fait en soi tout là où il n'y a rien ». Alors, est-ce que c'est... Non, ce n'est pas encore l'image que j'ai. Cette idée que, aussi, la vie et la mort ne sont pas séparées. On ne peut pas... voilà, les choses se confondent en permanence, tout est dans tout. Cette idée, là, je cite Platon, c'est à partir de ceux qui moururent un jour que les vivants naissent à nouveau. Les vivants ne proviennent d'absolument rien d'autre que des morts. Quelque chose que l'on retrouve dans cette carte de tarot que je vous montre à gauche, l'arcane sans nom, on ne dit pas son nom dans le jeu de cartes, et qui nous montre une sorte de mort saturnienne qui porte une faux et qui vient remuer dans les tréfonds, dans les entrailles noires, visqueuses de la terre, eh bien les morceaux de corps, de cadavres, qui agissent comme des semailles. C'est vraiment une mort agricultrice qui vient donc essayer de faire fleurir ces semences que sont les morts. Hein, lorsque nous enterrons des morts, nous les semons dans la terre, et à partir de là, il y a des procédés organiques de putréfaction vont développer énormément de choses. Et ça, c'est une question qui, bien sûr, intéresse les alchimistes au premier chef. Et cette idée que la putréfaction, et d'ailleurs en alchimie, c'est la première étape, hein, c'est l'œuvre noire. Pour arriver à la pierre philosophale, eh bien, il faut d'abord, en premier lieu, eh bien, il faut mourir, il faut tuer tout ce qui s'est accumulé en nous de couches successives de mémoires et de choses fabriquées par notre mental, notre conscience, et atteindre peut-être cette simplicité d'avant notre naissance, avec cette idée que finalement, les alchimistes, que cherchent-ils ? Ils cherchent à comprendre la substance invisible qui crée le monde et qui anime les choses. On peut parler d'esprit, on peut parler d'âme du monde, d'anima mundi, et cette chose qui finalement est en dialogue permanent partout, que l'on voit dans toutes les espèces vivantes, et qui joue ce jeu de se recomposer en permanence à partir de la mort. La mort qui œuvre comme une magicienne, bien évidemment, hein, quel illusionniste que la mort, qui tend son rideau noir et qui tout d'un coup escamote les apparences et les fait renaître derrière la scène. Et donc c'est quelque chose qui va hanter les traditions médiévales, qu'on va retrouver bien évidemment dans les danses macabres. Les danses macabres vont naître au XVe siècle, à une période de grande horreur. C'est l'époque de la peste noire qui va décimer un tiers de la population. Les gens meurent
partout, la mort est partout, et on n'a plus de prêtres, parce qu'ils meurent aussi, enfin, tout le monde est touché, pauvre et riche. Et c'est la grande intuition du Moyen-Âge, du XVe siècle, c'est que la mort, finalement, c'est la démocratie. Et que quelque richesse que vous ayez, eh bien, la mort ne fait pas d'exception. Et vous ne pouvez pas l'acheter. Donc c'est assez rassurant, d'une certaine manière. Voilà, il y a une forme d'égalité. Alors, cette matière confuse, cette œuvre noire, ce monde d'avant le monde, eh bien, c'est l'idée aussi de la page blanche. C'est l'idée du revers des choses, bien évidemment, l'idée d'une réversibilité possible. Et finalement, la mort, qui aujourd'hui nous paraît irréversible, qui est finalement la figure de l'irréversibilité, vous le voyez, à l'époque, elle était plutôt celle qui permettait cette réversibilité à la fois sociale et existentielle, où les existences finalement se recomposent comme le métal dans le four de l'alchimiste. Cette page blanche, c'est là où il n'y a rien, là dans la pauvreté la plus totale, aux marges de la ville, eh bien c'est faire naître cette étincelle, comme le dieu Atum qui tout d'un coup prend conscience de lui-même et crée le monde. C'est cette étincelle, ce regard porté sur les choses et cette idée en imagination. L'imagination, finalement, eh bien, elle va, parce qu'elle porte votre désir, eh bien, elle va l'incarner dans le monde et elle va réussir à transformer la matière et les regards des personnes qui vous entourent. Et donc, je vais ouvrir à ces arts de l'imagination, ces arts magiques de l'imagination, avec cette première carte qui m'est très chère, qui est cette figure de magicien, le battleur, qui est la première carte, qui est une figure solitaire, un peu comme les dieux des premières cosmogonies. C'est un peu l'homme d'avant le monde, celui qui est derrière sa table en tout cas, et qui attend sans doute des spectateurs qui vont peut-être venir ou pas, mais qui a préparé sa table comme une sorte de trépied divinatoire. D'ailleurs, vous remarquerez que la table du battleur a 3 pieds, comme le trépied de la Pythie de Delphes. Et donc, sur cette table des divinations et des oracles possibles, des possibilités ouvertes, il a installé ses accessoires. Un gobelet, des dés, un couteau, et qui vont lui permettre de jouer. Et alors, le jeu, alors vous savez sans doute, peut-être vous l'ignorez, mais le mot illusion, ça vient du latin illudere, qui veut dire le jeu. Et il est question de jouer. Alors j'aimerais bien vous redonner le goût du jeu, du feu aussi. Enfin, j'aime beaucoup l'assonance entre ces deux mots, le jeu, le feu. C'est très alchimique. Et ce goût du jeu, qui aujourd'hui est très banalisé. Le jeu, c'est quelque chose qui est destiné un peu au monde de l'enfance dans son aspect le plus péjoratif. Ce goût du jeu, eh bien, il va déployer des cartes qui finalement contiennent un peu toutes les possibilités du monde, et des cartes qui aiment à être mises en rapport et à dialoguer ensemble, qui aiment à se combattre et qui aiment à se séduire. Une citation d'un mystique allemand que je trouve assez belle, Angelus Silesius, dans son livre Le Pèlerin chérubinique, dit cette chose, il dit « Tout est un jeu que se façonne la divinité. Elle a façonné la création pour son plaisir. » Je trouve ça assez beau et assez subversif de s'imaginer que si Dieu existe, eh bien, il a façonné le monde pour son plaisir. Il y a cette dimension du plaisir. Tout ça pour vous emmener à cet enthousiasme et à cette vivacité d'esprit, à cette jouissance que procure la connaissance, le savoir, dans sa dimension ludique, dans la dimension qui fait chair avec votre propre expérience, dans cette façon que vous avez de devenir ce que vous aimez, de devenir ce que vous regardez et de faire corps avec.
Et là, j'en viens à des images qui vont parler à un ami dans la salle, donc des images qui viennent d'un livre écrit en 1617 par un philosophe, savant, alchimiste anglais qui s'appelle Robert Fludd, qui s'intéresse à cette étincelle qui a créé le monde, dont l'image qui est au milieu en haut vous montre une sorte de souffle comme ça qui se propage et qui finalement va envahir le monde entier. Cette étincelle, ce fiat lux que l'on retrouve dans la Genèse, dont les traditions mythologiques, telles que la parole du dieu Atum, ont essayé de l'imager à leur façon. Donc ce mystère de l'étincelle naissante, et qui ensuite, le monde, petit à petit, va s'agglomérer, va un peu à la façon, finalement, ce que l'alchimiste essaye de faire dans son four, et on en garde plein d'images dans les traités, c'est un peu recréer le monde à échelle réduite. Le creuset de l'alchimiste, eh bien, il va y avoir des réactions chimiques très, très violentes. Parfois, les alchimistes vont mourir, les choses vont exploser, c'est très, très violent. Et donc, c'est vraiment recréer le monde pour comprendre quelle est cette substance invisible qui tient tout, qui agence tout, et qui traverse tout. Cette idée, bien évidemment que, eh bien, l'œil est comme une lampe qui est capable d'illuminer avec la lumière de la conscience le monde. Alors ça, c'est une idée qui traverse toute l'Antiquité et le Moyen-Âge. Pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, on se demande comment la vision opère. Est-ce que c'est l'œil qui va transmettre sur les choses extérieures une sorte de rayon qui va venir éclairer le monde, ou est-ce que ce sont les choses extérieures qui vont exhaler des sortes de couches fantomatiques, ce que Démocrite appelle des simulacres, et qui vont venir rencontrer notre œil. Aristote va trancher la question en disant mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux que ça se passe. À la fois notre œil transmet un rayon lumineux, et puis à la fois il y a des choses qui sortent des objets extérieurs et ils vont se rencontrer dans un espace intermédiaire qu'il appelle le diaphane. Bon, aujourd'hui, les neurosciences nous l'apprennent, heureusement qu'elles sont là, que l'œil ne voit pas, c'est le cerveau qui construit la vision. C'est-à-dire que l'œil n'est qu'un transmetteur et l'image se crée grâce à notre cerveau. C'est pas l'œil qui voit, c'est le cerveau. Bon. Les gens du Moyen-Âge vont le comprendre, et vous allez le voir, vont le comprendre bien avant les neurosciences, heureusement. Cette idée, alors à l'époque de Platon et des philosophes antiques, les gens étaient persuadés que l'œil transmettait un rayon sur les choses, à l'image du soleil et des astres. Et donc la nuit, ces gens-là, on est bien avant la vidéosurveillance généralisée, ils se sentaient observés par toutes les étoiles nocturnes. Et il faut imaginer l'angoisse quand vous êtes dans un champ, la nuit, toutes ces lumières qui vous regardent, car ce qui est lumineux vous regarde. Et donc Platon, qui dit cette chose très belle, qui dit « Car lorsque les paupières que les dieux ont imaginées pour préserver la vue sont fermées, elles retiennent en dedans la puissance du feu. » Donc vraiment, cette dimension ignée de feu que le regard transmet, qui va hanter des siècles de théories sur la vision. L'œil va devenir bien évidemment une métaphore, et là je vous montre une autre image de Robert Fludd, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, et qu'est-ce que finalement l'imagination, comment elle fonctionne. Et donc au Moyen-Âge et à la Renaissance, eh bien, à l'époque on n'a pas, si vous voulez, les gens n'ont que leur imagination pour penser le monde, ils n'ont pas forcément accès à l'écriture, à la lecture. Les livres sont des livres souvent manuscrits, copiés par des gens qui savent lire, destinés à une petite caste de gens qui savent lire, donc la majorité des gens sont analphabètes. Ils n'ont que leur mémoire et leur imagination pour composer le monde. Société très différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition des livres, Internet et énormément de prothèses
qui nous permettent de garder et d'avoir un accès au savoir. À l'époque, ce n'est pas le cas. Donc à l'époque, on utilise notre mémoire et notre imagination. Et donc cette imagination, elle va devenir au Moyen-Âge un sens interne. C'est-à-dire que comme nous avons 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, etc., eh bien l'imagination est quelque chose qui est à l'intérieur de notre tête, on essaye de la cartographier, de la géolocaliser. Et donc, par exemple, au centre, c'est un dessin de Léonard de Vinci. Donc il y a vraiment énormément de façons de visualiser comment ça marche, cette idée que comment quelque chose que vous voyez, que vous sentez, va faire tout un chemin à l'intérieur de votre psyché et va se transformer comme dans un four, comme dans un creuset. Et donc l'imagination va venir malaxer tout ça, et puis ensuite ça va aller dans la mémoire qui elle aussi, bien évidemment, transforme les choses. Donc l'imagination qui devient vraiment ce creuset transmutatoire, donc à l'image d'un creuset alchimique. Et voilà une très belle image d'un manuscrit, un rouleau qu'on attribue à un alchimiste qui s'appelle George Ripley et qui nous montre un peu ce creuset, un peu à l'image plutôt d'un ventre ici, puisque c'est assez beau, hein, il y a cette figure masculine qui tient ce que les alchimistes appellent un vaisseau dans leur langue, qui est l'endroit où vont s'opérer toutes les transmutations des métaux pour arriver à cette pierre philosophale si convoitée. Eh bien, bientôt, toutes ces spéculations sur l'âme et sur l'imagination vont arriver à l'époque baroque, au XVIIe siècle et au XVIIIe, à cette idée que finalement l'âme humaine est comme un théâtre. Un théâtre où les pensées, les sensations, les souvenirs se succèdent, s'échangent, se déguisent, prennent des vêtements, les laissent dans les coulisses, etc. Il y a vraiment cette image du théâtre qui vient hanter la fin de la Renaissance, elle est depuis Shakespeare. Et alors, une phrase que j'aime beaucoup, c'est un philosophe qui s'appelle David Hume. Il va dire cette chose-là, il va dire « L'esprit est une sorte de théâtre où des perceptions diverses font successivement leur entrée, passent, repassent, s'esquivent. La mémoire donne l'illusion d'une identité stable qui traverse le temps. » Alors ça, c'est toute la dimension narrative de la mémoire qui fait que lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous souvenons de ce que nous avons fait la veille et nous avons l'impression d'être une unité pensante. Cette forme de continuité, cette sorte de ruse de la nature qui pour perpétuer les espèces, eh bien, il y a cette idée cette illusion que, et finalement, alors les neuroscientifiques pensent aujourd'hui que les rêves ont une fonction métabolique et psychique importante qui permettent de rebrasser tout ce que nous avons vécu dans la journée, de le retransformer, de l'imager différemment dans le théâtre des rêves et de permettre une sorte de continuité, de continuité confortable, enfin, de ne pas sombrer dans la folie, dans la schizophrénie ou dans le vertige. Alors cette idée de théâtre, bien évidemment, elle va déployer des œuvres littéraires immenses et des œuvres d'art extraordinaires et des pensées géniales à l'époque baroque. Eh bien, elle va, dans les mains de certains philosophes et alchimistes, elle va atteindre une sorte d'apogée dans cette idée qu'un Italien va théoriser. Alors cet Italien, il s'appelle Giulio Camillo, et il va dessiner ce qu'il appelle un théâtre de la mémoire. Alors tout ça, ça nous fait remonter à un art qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est l'art de la mémoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, ils n'avaient que leur mémoire. Et depuis l'Antiquité, ils ont essayé de la travailler de manière très, très profonde en essayant d'acquérir des mémoires presque surhumaines, avec des exercices mentaux qui faisaient qu'ils essayaient de se projeter, en fait ils imaginaient une architecture mentale
infini, potentiellement infini, qui était scandé par des salles. Et dans ces salles, alors il pouvait y en avoir des milliers, eh bien, ils allaient en esprit mettre dans chaque salle une image bizarre. Une image souvent monstrueuse, obscène, érotique, trash, quelque chose qui frappe, à laquelle ils allaient associer, par une sorte de correspondance, une idée, un mot, un discours. Et donc, à chaque fois, par exemple, si un orateur veut se souvenir d'un discours, eh bien, il faisait l'effort de se souvenir, il arpentait dans son esprit cette architecture imaginaire, et à chaque salle, il retrouvait l'image qui, par lien d'association, lui redonnait ce mot qu'il avait lié comme un talisman. En fait, ces images sont des talismans qui viennent visser un mot, un discours à une image. Et ça permettait à ces personnes-là de se souvenir de choses très très longues, de livres entiers, etc. Cet art de la mémoire, à la Renaissance, va prendre un tour magique, kabbalistique et occulte. On pense qu'on va pouvoir conserver toute la connaissance humaine dans une sorte d'édifice mental. Alors c'est un peu la préfiguration d'Internet. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le théâtre de la mémoire comme l'ancêtre de l'intertextualité d'Internet. À l'époque, ce sont des philosophes, des magiciens, des mages, des alchimistes, qui vont essayer de modéliser. Alors là, ce que je vous montre, c'est le seul dessin qui nous reste de Giulio Camillo. On pense qu'il est venu en France. Alors, on sait qu'il est venu en France. François Ier l'a convié en France pour essayer de fabriquer cette structure en bois. Alors ça, c'est le grand fantasme des historiens. On n'a aucun... Il y a juste l'idée qu'il serait venu construire ce théâtre en bois, en vrai. Et en fait, ce théâtre, si vous voulez, c'est une sorte d'image réduite. Il y a des gradins, alors ces gradins sont des sortes de tiroirs qui, lorsque celui qui pratique l'art de la mémoire ouvre un des tiroirs, il y a toute une suite combinatoire d'idées qui sortent dans son esprit à lui et qui lui permet à la fois de voyager dans la connaissance et d'interagir avec. Cette idée aussi très importante que la connaissance et le savoir est quelque chose de vivant et d'animé. Et Giulio Camillo s'en explique en disant qu'il a conçu ce théâtre comme une âme construite. Je reprends ces mots. Une âme construite, une âme pourvue de fenêtres, de telle sorte que le spectateur puisse apercevoir d'un seul coup d'œil tout ce qui, autrement, reste caché dans les profondeurs de l'esprit humain. Alors le spectateur, vous voyez que c'est un théâtre qui est conçu pour un seul spectateur, donc c'est assez paradoxal. Le spectateur, donc il est là, devant le théâtre, et donc il est devant cette âme, cette anima mundi, cette âme du monde, où sont capturés toutes les psychés, tous les détours des rêves des hommes. Ce théâtre magique de la mémoire nous amène à cette idée, donc je vous disais, de l'animation du monde, de cette idée des correspondances, de la pensée par analogie, par combinaison, quelque chose qui caractérise vraiment la magie. Aujourd'hui, on a perdu un peu ça, car toute la science moderne, l'édifice cartésien, s'est basé sur des lois de déduction, de causalité, de cause à effet, quelque chose d'assez littéral, mécanique, des choses que l'on voit et que l'on expérimente. Tandis que pendant très longtemps, dans ce monde d'avant la science, ce monde magique, il est question de faire des associations. On part de l'idée que le monde est animé, que chaque chose est signe d'autre chose. Chaque chose est une invitation à un au-delà. Ça, c'est très important. Chaque objet, chaque fleur, chaque être humain recèle un mystère qui va nous conduire ailleurs et qui va nous permettre de voyager. Excusez-moi.
Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la voix des poètes du XIXe siècle. Par exemple, je pense au poème de Baudelaire, assez célèbre, des correspondances. Baudelaire, je vous avais pris quelques vers de ce poème où il dit « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui, de loin, se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » C'est quelque chose qui va revenir comme une sorte de hantise au XIXe siècle chez beaucoup d'artistes qui vont se rendre compte à quel point nous avons mis le monde sous boîte, que tout devient mécanique et que tout travaille à être prédictible. C'est toute cette dimension algorithmique qui travaille à faire que les choses soient prévisibles. Or, nous sommes encore en 1550, le monde n'est pas prévisible, tout est possible, le monde est mouvant. Et il y a vraiment ce foyer de possibilités et d'existence qui est encore ouvert. Dans ce monde mouvant, les liens ne sont pas encore rompus entre le microcosme et le macrocosme. Cette idée que l'être humain est un univers en réduction et que, en s'explorant lui-même, à l'intérieur de lui, l'homme accède à la vastitude et à l'infinité de l'univers et de l'éternité. Quelque chose que l'on retrouve effectivement dans toute l'iconographie magique jusqu'au XVIIIe siècle. Cette idée donc que j'appuie vraiment aujourd'hui dans ce jeu de regard qu'est le monde, cette idée que, ça c'est Plotin qui le dit, une très belle phrase, « Il faut que l'œil se rende pareil et semblable à l'objet vu pour s'appliquer à le contempler. Jamais un œil ne verrait le soleil sans être devenu semblable au soleil, ni une âme ne verrait le beau sans être belle. » Cette idée d'une participation aux choses. Pour le dire très vite, l'époque moderne, l'époque scientifique, déductive, expérimentale, va séparer, va briser le rapport de l'homme avec ce qui l'entoure. C'est-à-dire que l'expérience que pouvait faire l'homme des choses les plus banales, eh bien on va la mettre aussi sous cloche et on va la réserver à un collège d'experts et de spécialistes qui vont tellement se spécialiser qu'ils vont devenir totalement ésotériques ou profanes. Il va y avoir vraiment une frontière. Et donc l'homme va se sentir dépossédé de choses qui avant étaient des choses vraiment très courantes. Il va se sentir dépossédé de son propre regard, car son propre regard ne va plus avoir de valeur. Seul n'aura de la valeur que le regard homologué et autoritaire de ceux qui se disent avoir une autorité et une légitimité à parler. C'est une histoire finalement qui a à voir avec la peur. Toute l'époque moderne, c'est l'histoire d'une illusion qui veut se rassurer et qui préfère construire et fabriquer une illusion dans laquelle elle va pouvoir rassurer ses peurs les plus ancestrales, la peur de l'imprévisible, la peur de la mort, etc., en l'évacuant, en la refoulant aux marges des indésirables, tandis que le monde magique, c'est un monde qui est plutôt un monde du désir, un monde du partage et un monde de la curiosité et du voyage. Donc dans ce jeu de regard, je voulais... Oui, je vais peut-être vous lire cette très belle... C'est assez court. Une très belle histoire chinoise qui a été reprise par quelques écrivains, dont Marguerite de Yourcenar, et qui raconte l'histoire d'un peintre chinois qui est appelé à la cour d'un roi
un empereur qui lui demande d'exécuter... l'empereur a déjà entendu parler de lui, il sait que ce peintre est extraordinaire et qu'il fait des tableaux qui rivalisent d'excellence avec la nature même. Et donc il demande à ce peintre de venir réaliser un tableau pour lui, chez lui. Et alors la fin du conte est assez belle. Je vais vous le lire, c'est assez court. Dans la Chine du Moyen-Âge, un vieux peintre du nom de Wang Fo erre de village en village, vivant dans la misère, mais dédaignant l'argent, avec pour seul compagnon un disciple appelé Ling. Un jour, où les deux dorment à même le sol dans une auberge, ils sont arrêtés par la milice et emmenés auprès de l'empereur. Ce dernier a grandi enfermé et coupé du monde pendant les premières années de sa vie, en contemplant à chaque heure les toiles du vieux peintre. Quand il découvre le monde extérieur avec ses propres yeux, à l'âge de 16 ans, il constate que celui-ci n'est qu'un pâle reflet des toiles de Wang Fo, et en éprouve un vif ressentiment car il se trouve incapable de l'aimer tel qu'il est. Un jour, le grand peintre Wang Fo reçut cet ordre de l'empereur. « Peins un tableau qui me révèle le secret de la beauté. » Pour cela, on lui donna un mur du palais. S'il refusait ou échouait, on lui couperait la tête. L'artiste s'enferma pendant plusieurs mois travaillant. Un jour, il annonça que l'œuvre était terminée. L'empereur, accompagné de sa cour et de ses bourreaux, s'assit devant la toile qui recouvrait la peinture murale. « J'attends de connaître le secret de la beauté afin de l'utiliser en appui de mes ordres, » murmura le monarque anxieux. Wang Fo ôta le drap et découvrit un paysage vaste comme le monde, au centre duquel se dressait une montagne. Tous le regardèrent émerveillés. Passé la surprise, l'empereur grogna. « C'est un beau paysage, rien d'autre. Où est le secret que je t'ai demandé ?» « Un esprit qui vit dans une grotte au pied de cette montagne le possède, » répondit le peintre. À cet instant, l'entrée d'une grotte s'ouvrit dans la montagne. Le peintre continua. « Ce qu'il y a à l'intérieur est si beau que rien ne pourrait l'exprimer. Majesté, je vais vous montrer comment l'obtenir. » Le peintre frappa dans ses mains. Il devint minuscule et entra dans la grotte. La pierre qui servait de porte se referma derrière lui. La peinture commença peu à peu à s'effacer jusqu'à ce que le mur se retrouve blanc et vide. Personne ne revit jamais Wang Fo. Donc, le secret de la beauté consiste à devenir la beauté elle-même. Et c'est cette idée que Plotin nous disait, nous susurrait à l'instant, cette chose que l'on ne pourra jamais communiquer et dont on ne peut que donner le goût et l'intuition, souvent de manière subtile et indirecte, donc forcément volatile. Ce ne sont pas des choses que l'on peut consigner, que l'on peut transmettre de manière capitaliste. Bien. Quelque chose que l'on va retrouver dans la philosophie au XXe siècle, je pense à la phénoménologie, quelqu'un comme Merleau-Ponty va beaucoup s'intéresser à cette question, et il nous dit cette belle chose, nous dit « Celui qui voit ne peut posséder le visible que s'il en est possédé ». Donc si vous voulez, on ne peut pas être à l'extérieur de quelque chose pour le comprendre. C'est là toute la faillite, d'une certaine manière, du régime scientifique où on coupe. Déjà, on invente cette notion de sujet, ça c'est vraiment toute la philosophie de Descartes et qui va suivre, qui va finalement isoler, amputer l'individu d'une communauté plus vaste, d'une communauté d'esprit, en le laissant un peu seul, en pâture à des forces qu'il ne manipule plus. Et jusqu'à aujourd'hui où cet individu amputé et entièrement isolé de tout devient bien évidemment la manne financière du système économique capitaliste et des algorithmes qui le prennent pour cobaye. Cette notion du regard voyant qui rebondit chez quelqu'un comme Rimbaud dans sa célèbre lettre du voyant où il dit « Maintenant je manquerai plus le plus possible. Pourquoi ?
Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous l'expliquer. » Voilà, il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup au 19e. Et là, je remonte un peu dans le temps, et avec cette image qui est une très belle gravure anonyme du XVIIIe siècle, qui a été colorisée, et avec cette phrase d'un philosophe arabe, Ibn Arabi, qui dit « Or, comme la réalité est telle que nous l'affirmons, sache que tu es imagination et que tout ce que tu perçois et que tu désignes comme hors de toi est imagination. Car toute l'existence est imagination en imagination, c'est-à-dire une imagination subjective, entre guillemets, ou microcosmique dans une imagination plus vaste, objective, collective. » C'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les traditions occultes, mythologiques, cette idée que la mort, on l'a vu tout à l'heure, la mort resépare ce qui avait été fabriqué, construit, accumulé, et finalement, la mort va faire se rejoindre l'intérieur et l'extérieur. Cette existence qui, d'une certaine manière, met un voile entre celui qui regarde et ceux qui le regardent, et qui le pousse à chercher, qui le pousse à comprendre, c'est tout le mystère de l'initiation. Eh bien, la mort, elle va faire éclater tout ça, et tout d'un coup, l'intérieur et l'extérieur vont se rejoindre, et tout deviendra clair, et peut-être unifié. Cette question de l'unité perdue aussi, qui est au cœur de toutes les traditions, cette idée que nous sommes des morceaux brisés, des éclats brisés d'un miroir, et que nous cherchons dans des correspondances, un peu comme des symboles, nous sommes tous des symboles, et le mot est intéressant, le symbole, vous savez, c'est une pièce de monnaie que l'on coupait en deux. Par exemple, vous aviez un frère, et vous deviez être séparés par les circonstances de la vie, eh bien on coupait en deux une pièce de monnaie, et on donnait un morceau à l'un et à l'autre. Et donc si un jour l'existence faisait que vous vous retrouviez, eh bien vous aviez gardé ce morceau et vous le montriez, vous essayiez de l'emboîter, et donc la monnaie se recomposait, et là eh bien, même si vous aviez énormément changé, eh bien vous vous rendiez compte que, enfin voilà, vous retrouvez l'unité perdue. Une autre dimension de ce regard magicien, de cette imagination magique, et Rimbaud le dit aussi dans cette lettre, Rimbaud dit « Je est un autre, si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. » Tout ça, ça nous amène à une dimension assez passionnante qui est celle de l'artifice. Et l'artifice, dans la mythologie grecque, il y a un événement qui est fondateur. C'est le moment où le dieu Hermès, alors le dieu Hermès est aussi le dieu des alchimistes et des voleurs, et du commerce et des brigands, eh bien, il va trouver une tortue, il se promène dans un chemin et il tombe nez à nez avec une tortue, et tout d'un coup, je ne sais pas, il voit dans la tortue il a l'intuition de l'instrument de musique, qui va pouvoir, avec sa carapace, faire un instrument de musique, et en fait, il va tuer la pauvre tortue. Et avec sa carapace, il va mettre les boyaux de la tortue, il va fabriquer des cordes, et il va inventer le premier luth, et il va faire résonner l'instrument, et il va trouver que la musique est belle. C'est ce que les Grecs appellent un daidalon, un artifice ingénieux, cette idée que l'être humain a cette capacité extraordinaire, avec un bout de bois totalement brut, d'en faire une statue, de l'animer de vie, d'en faire une sculpture, un tableau, quelque chose qui va venir finalement jouer de miroir, de caisse à résonance, de chambre d'écho avec les psychés des autres. Donc cette dimension du daidalon, de l'artifice, de cette capacité qu'on a d'insuffler la vie dans des instruments qui vont eux-mêmes dialoguer avec les âmes des autres. Donc ces instruments servent de médium, de vecteur, d'intercesseur, et c'est toutes ces dimensions de l'art que l'art va déployer dans notre culture. Cette ruse qui
voilà, qui déploie cette animation au cœur des choses. Alors, voilà, l'artifice ingénieux qui, à l'époque maniériste, va arriver à son apogée avec des artistes qui vont créer Là, c'est un jardin que j'aime énormément, qui se trouve à côté de Rome, le jardin de Bomarzo, le Bosco Sacro di Bomarzo, qui a été bâti en 1551, qui s'est inspiré d'un livre très connu qui s'appelle Le Songe de Polyphile, un livre très ésotérique et une sorte de roman d'initiation, avec énormément de mystères, d'énigmes et écrits avec énormément de langues différentes. Et donc Orsini qui va construire tout un parcours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la question du mouvement. Là, on est en face de l'entrée du seuil du jardin, avec cette bouche d'enfer qui parle, puisqu'il y a des inscriptions qui ont été faites à l'époque, en 1550, il y a plein d'inscriptions qui sont des paroles vivantes, et qui dit, alors c'est en italien, j'ai traduit, toi qui entres ici, aie l'esprit de me dire si tant de merveilles fut faite par l'heure ou bien par l'art. En italien, il y a un jeu de mots entre inganno et ingegno. C'est vraiment cette dimension du jeu, du leurre, de l'art qui rivalise avec la nature elle-même dans son mystère initiatique. Et donc, pour comprendre, il faut passer par cette bouche-là, et il faut faire un parcours qui n'est pas balisé. Ça, c'est très important, parce qu'on est dans un jardin qui n'est pas du tout balisé comme les jardins à la française que va construire Louis XIV, qui vont être des jardins rectilignes, avec un sens de circulation où on va vous obliger à passer par un endroit un peu comme dans les musées, dans les parcours d'exposition actuels, suite aux restrictions, aux mesures sanitaires, où on vous dit, même dans les boutiques, il y a une flèche pour entrer, une flèche pour sortir, et si vous prenez la mauvaise flèche, tout de suite il y a le vigile qui court vers vous en disant ce n'est pas le bon sens. Nous sommes encore dans une culture qui fait la part belle à l'expérience et qui fait confiance, en tout cas qui essaye de réveiller la curiosité de celui qui va rentrer, qui va se perdre forcément. On va se perdre dans un jardin où il y a énormément de bosquets sauvages, et puis à certains endroits on va remarquer une ruine étrange ou une sculpture bizarre, un colosse. Et donc ces figures jouent un peu comme dans le langage marin, d'amère, de lieux où on va s'arrêter et puis on va essayer de se rediriger, de s'orienter. Donc c'est vraiment un voyage que les gens vont beaucoup arpenter à l'époque. Le regard est magicien, l'œil est comme une lampe qui est comme les astres. L'imagination est comme un soleil. Et là, cette dimension qui moi, m'intéresse particulièrement, on la retrouve chez quelqu'un de très intéressant aussi, qui s'appelle Paracels, qui était un philosophe, savant, alchimiste et vagabond, qui est un monsieur qui a parcouru l'Europe en guenilles, en discutant avec les vieilles femmes et les gens que personne n'écoutait, les personnes qui gardaient un savoir traditionnel à une époque où l'université, l'académisme commence à prendre le haut du pavé. Paracels nous a laissé beaucoup de livres. Et dans l'un de ses ouvrages, il nous dit cette très belle chose. L'imagination est semblable au soleil. Le feu du soleil n'est pas tangible, mais il peut néanmoins enflammer une maison. L'imagination est semblable à un soleil en l'homme. Son action se produit au point précis vers lequel sa flamme est dirigée. L'homme est ce à quoi il pense. Donc c'est vraiment l'idée la plus centrale de la magie telle qu'on peut la concevoir nous aujourd'hui, c'est cette idée de faire coïncider le désir avec la réalité, de faire coïncider la pensée avec le geste. Tout d'un coup, il y a une sorte d'emboîtement, comme dans le symbole, qui fait que
c'est un trait d'esprit, il y a quelque chose qui coïncide, il y a de l'étincelle, il y a du feu. Un peu comme la première conscience qui s'éveille à la préhistoire. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que... Alors, les paléontologues aujourd'hui postulent que, voilà, on découvre le feu, et on découvre aussi la conscience de la mort. C'est on peut dire le point de départ, le Big Bang, tout d'un coup, le regard étincelle comme le feu que l'on va apprivoiser. Cette idée aussi que plus l'existence de l'homme est présence, plus aussi l'être humain est témoin d'autres mondes, plus il est absence à la mort, qui a finalement un viatique d'éternité dans cette attention portée aux choses dans le présent, et que plutôt que de projeter en permanence les craintes, les espoirs dans des avenirs fantasmés, il y a un matériel à portée de main qui est le matériel de l'instant présent, de la situation dans laquelle on est avec les gens qui nous entourent, et que dedans il y a cette matière première, cette cour des miracles dans laquelle eh bien, tout est déjà là. Tout est déjà contenu dans ce creuset-là. La mort est dans la vie est dans la mort, hein, comme avec ce cœur qui a des ailes. Hein, cette idée de héler son propre cœur pour justement accéder à ce regard qui met le feu et qui propage sa lumière. Hein, parce que quand on allume quelque chose, eh bien, les choses se propagent ensuite d'elles-mêmes. Hein, pas besoin de trop attiser les choses, même si on peut le faire un peu. Cette question centrale aussi de l'énigme. Alors l'énigme aujourd'hui, avec nos yeux, on la regarde de manière un peu, c'est quelque chose un peu étrange. Quand on regarde les vieux grimoires magiques, alchimiques, etc., on ne comprend rien. On est vite décontenancé, on se dit que c'est une barrière d'intellectuels qui veulent nous priver d'un savoir. Eh bien, cette question de l'énigme, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans notre culture, c'est cette façon de jouer de l'ambivalence des choses. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, par exemple, ça rejoint les oracles, quand quelqu'un allait voir la Pythie de Delphes pour poser une question, la Pythie répondait toujours de manière ambivalente. C'était pas oui ou non, c'était toujours oui et non. Il y avait vraiment, c'était une façon de renvoyer à celui qui faisait la question une sorte de miroir et de matière dont il devait s'emparer lui-même. Hein, parce qu'il n'y a pas de réponse donnée que l'on peut acheter et capitaliser et mettre dans la banque. Les réponses, elles nous exigent. Nous sommes leur première pièce. Et donc, l'énigme, on a perdu, nous, on n'est plus dans une culture de l'énigme. L'énigme, on la retrouve beaucoup à la Renaissance. Les gens, ils adorent faire des énigmes, ils adorent... ce sont des jeux récréatifs. Et alors, encore un mot intéressant, la récréation. Aujourd'hui, nous avons des cours de récréation dans les écoles. Ça paraît inoffensif. La récréation, c'est aussi, il faut entendre la recréation. Les gens de la Renaissance qui se récréent l'esprit avec des jeux occultes, mnémotechniques ou magiques, c'était cette idée de recréer en permanence l'intuition d'une imagination à l'œuvre dans le monde. Cette idée que le monde est une création permanente et que chaque regard le recrée à sa façon. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ces deux phrases que je trouve très belles d'un historien contemporain qui s'est beaucoup intéressé aux présocratiques, aux philosophes d'avant Platon, et qui a émis cette hypothèse incroyable qu'aujourd'hui on pense que ces gens-là, comme Pythagore, Parménide, Empédocle, étaient des gens rationnels, entre guillemets, qui ont créé la philosophie en rationalisant un peu les phénomènes célestes et en observant la nature. Et en fait, lui, il a retrouvé des vestiges qui lui ont mis sur la piste, en fait, que c'est Parménide, notamment Parménide et Empédocle, étaient des chamans qui officiaient dans des grottes, des rites d'incubation,
et que finalement l'origine de la philosophie telle qu'on la fantasme en Occident n'est pas du tout, entre guillemets, rationnelle, mais elle est chamanique. Et donc ce Peter Kingsley, c'est très très bien écrit, il écrit très, très divinement bien, il a beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Il nous parle de l'énigme et il dit cette chose-là, il dit « À vous de nourrir l'énigme ». Cela veut dire que, en lui prêtant attention, l'énigme deviendra une partie constitutive de vous-même, avec le pouvoir de vous transformer. Elle peut même vous détruire, mais son but est clair et subtil. Détournez l'attention des réponses superficielles pour découvrir ce que vous n'avez jamais réalisé que vous portiez en vous-même. Nous avons seulement besoin d'une chose, que l'on nous montre ce que nous avons. Il en va de même pour les traditions. Même les plus fortes doivent être revitalisées, car il est trop facile pour elles de s'effondrer. La vie en elles peut mourir sans que personne ne s'en aperçoive ou désire s'en apercevoir. D'habitude, c'est un tiers, un inconnu qui n'a rien à voir et qui, sans le savoir, injecte la vie qui manque. Donc, voilà, cette question de l'indirect, du détournement d'attention, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez les prestidigitateurs, qui finalement, sans le savoir, sont les héritiers d'une tradition initiatique qui consiste à déplacer le regard pour créer un pas de côté, un interstice, ou pouvoir faire se rencontrer des regards différents, qui communiquent, qui dialoguent, qui sont dans une créativité, dans une musique. Cette question de la vie qui manque, c'est un peu tout mon propos ce soir, la vie qui manque à ce savoir qui est totalement désincarné et que l'on nous vend. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on nous le vend très cher. Quand vous allez au Louvre, par exemple, vous payez, je sais plus, c'est plus que 15 € la place, et puis vous êtes totalement... vous vous retrouvez un peu comme un con devant les œuvres. Alors parfois, il y a des médiateurs qui sont des gens qui ont été mes collègues à une certaine époque, et qui recrachent des discours tout faits, qu'ils ont appris et qui ne font que redonner de manière assez indigeste, souvent. C'est rare, enfin, il existe encore des gens qui vivent la connaissance qu'ils transmettent, ils sont rares, il faut les débusquer, ils se cachent souvent, mais on les rencontre. Mais voilà, cette vie qui manque, c'est souvent un inconnu, un tiers, quelqu'un qui n'a rien à voir, c'est celui qu'on n'a pas invité. Ça nous ramène à cette belle dimension de Dionysos dans l'Antiquité. Dionysos, c'est un dieu étranger aux Grecs, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui vient de Phrygie, de Turquie, par là, et qui arrive avec ses gros sabots et surtout avec son cortège de femmes furieuses, les Ménades totalement échevelées, qui sont des femmes ivres, qui démembrent vivant énormément d'hommes et les mangent dans des rites autophagiques et extatiques. Et donc lui, il arrive et donc c'est celui qu'on appelle l'étrange étranger, à la fois quelqu'un d'étrange et à la fois quelqu'un d'étranger, cette sorte d'étrangère, étrangèreté, hein. Il n'y a pas de mot en français pour dire l'étrangèreté. Donc cette idée, voilà, de ne pas s'inviter et de venir un peu donner cette vie qui manque, c'est un peu mon but dans la vie. Voilà. Je vais aller un peu rapidement, je voulais vraiment, voilà, inviter cette dimension de l'imagination magique et cette idée qu'on est passé brutalement dans notre histoire d'un monde magique, émouvant, imprévisible et créatif, à un monde qui va vouloir tout prévoir, qui va vouloir rendre visibles toutes les parcelles obscures. C'est le but des Lumières, hein, comme leur nom l'indique, qui veulent éclairer et rendre visible la part occulte au secret des magiciens, puis au secret des métiers qui gardent, les corporations de métiers gardaient secret leur savoir-faire pendant très longtemps pour en avoir le monopole. Et donc ce terrible pressentiment que Shakespeare dit très bien. Tout à l'heure, je vous montrais le théâtre de la mémoire, qui était une sorte de théâtre magique de l'âme humaine. Et bien, bientôt vont s'improviser dans toutes les villes d'Europe des théâtres de dissection, des amphithéâtres de dissection, où en fait, le seul spectateur, eh bien, c'est le cadavre de l'homme qui est sur la table. Et c'est finalement une image assez forte, qui, je trouve, représente bien cette entrée dans l'époque moderne. Nous allons devenir ce cadavre. Le monde entier deviendra ce cadavre sur cette table clinique
que l'on va autopsier. Et nous en sommes encore là aujourd'hui. Et Shakespeare, dans La Tempête, dit « Nos divertissements sont finis. Ces acteurs, j'eus soin de le dire, étaient tous des esprits. Ils se sont dissipés dans l'air subtil. Tout de même que ce fantasme sans assise, les temples solennels et ce grand globe même avec tous ceux qui l'habitent, se dissoudront, s'évanouiront, tel ce spectacle incorporel, sans laisser derrière eux ne fût-ce qu'un brouillard. Nous sommes de la même étoffe que les songes, et notre vie infime est cernée de sommeil. » Donc toute cette dimension baroque de l'illusion au cœur du monde. Une illusion qui va se retourner contre le monde, puisque comme je vous l'ai dit, voilà, j'aime bien mettre ces deux images en miroir, car elles montrent vraiment ce passage d'un théâtre qui vous invite à venir sur la scène et à contempler la vastitude et l'immensité de l'âme humaine, et à droite, eh bien, ce théâtre qui ne vous invite qu'à être un cadavre autour duquel vont venir vous ausculter des experts du haut de leur gradin péremptoire. Un des grands bouleversements qui va venir accélérer les choses, eh bien, c'est qu'on va passer d'une représentation du monde où on pensait que la Terre était le centre de la Terre, depuis l'Antiquité, et tout d'un coup, il y a Copernic qui va venir tout exploser en émettant l'hypothèse que le Soleil est au centre. Et là, eh bien, c'est tout ce rapport qui liait l'homme, le microcosme au macrocosme, dans la pensée magique, eh bien, qui va être entièrement coupé. On va couper ce lien, et donc, tout d'un coup, les choses vont s'accélérer. Cette gravure de Dürer, qui est très célèbre, qui est appelée Mélancolia 1, on retrouve un ange qui est tombé sur Terre, un ange méditatif, mélancolique peut-être, qui regarde vers l'ailleurs, et au pied duquel des instruments de mesure et des sortes de formes géométriques vont venir s'entasser comme autant de talismans inertes du deuil de son regard créatif. C'est vraiment cette dimension où le monde, d'un coup, eh bien, il va apparaître inerte et dévitalisé. Il n'y a plus cette puissance magique d'animation des gens, et tout d'un coup, on va pouvoir le mesurer, on va pouvoir le mettre sous cloche, on va inventer les musées, on va tout bien compartimenter, on va donner des noms, des taxinomies, on va définir les choses, on va les circonscrire, mais les choses ne parleront plus de cette langue vivante à laquelle j'ai essayé de vous donner goût. L'imagination va devenir dangereuse, on va essayer de la neutraliser, on va la passer dans le four de l'alchimiste, où vont exploser un peu toute cette matière confuse, cette cour des miracles, cette matière où tout est bruyant, tout est sonore, tout est encore indéterminé. Les philosophes vont commencer à s'en méfier en disant que l'imagination, c'est un peu la folle du logis. On va vouloir imposer une pensée pragmatique, raisonnable. On ne va plus s'intéresser qu'à ce qui est littéral. Et alors, une phrase que j'aime beaucoup de Saint Paul disait « La lettre tue, l'esprit rend vivant ». C'est-à-dire le littéral tue, pétrifie, dévitalise, et l'esprit, ce regard créatif et animé des choses, eh bien, c'est ce qui rend la vie. Et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est en jeu dans notre histoire et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. À gauche, un empereur passionné d'alchimie qui vivait à Prague, Rodolphe II, qui a fait venir à sa cour de Prague les plus grands alchimistes et charlatans de l'Europe entière, et les artistes, dont Arcimboldo, qui a fait ce portrait de lui. Et à droite, celui qui a démantelé la cour des miracles de Paris, Louis XIV, qui va imposer, qui va créer bien des choses, qui va créer la préfecture de police, qui va éclairer les villes, qui va tracer au cordeau les routes, qui va construire des jardins à l'anglaise, celui qui va vraiment être le ferment de la modernité et du fichage des individus et des comportements. Voilà, c'est un peu une sorte de pendant
On dit de Rodolphe II qu'il ne distinguait pas la science du merveilleux, c'était mêlé. À l'époque, le scientifique, c'était celui, bien évidemment, qui savait encore rêver et qui s'émerveillait des choses, car on ne peut pas dissocier la connaissance de l'étonnement. Hein, c'est ce que les premiers philosophes avaient bien vu. Et bien les choses, maintenant, les gens vont se prendre au jeu des apparences et des prestiges, et Louis XIV va se prendre au jeu de la littéralité. Il met son grand costume, il va se faire portraiturer par Hyacinthe Rigaud avec ce grand rideau dans une sorte de théâtralité kitschissime qui, bon, aujourd'hui n'impressionne plus personne, mais qui sans doute à l'époque était une arme politique. Donc finalement, voilà, les choses vont s'appauvrir en imaginaire et vont de plus en plus essayer de plaquer un réel de plus en plus pauvre et qui finalement n'aura comme seule ressource que d'essayer de contrôler ce qu'il veut contrôler. Cette idée que les choses nous rendent regard pour regard et qu'elles nous paraissent indifférentes parce que nous les regardons d'un regard indifférent, mais pour un œil clair, tout est miroir, pour un regard sincère, tout est profondeur. Il suffit d'un regard aimant pour que l'amour se propage. Il y a des expériences d'artistes sur Internet qu'on peut voir où il y a on prend 3 fleurs, les 3 mêmes fleurs, que l'on va essayer de garder chez soi pendant 30 jours. Et donc, la première fleur, on va lui dire tous les jours « je te hais ». La deuxième, on va être indifférent. Et la troisième, on va lui parler, enfin lui transmettre un message d'amour. Et on observe, avec le même traitement, le même arrosage, que la fleur qu'on a haïe profondément s'est desséchée de manière totalement terrible et que celle que l'on a aimée a pu fleurir. Donc, c'est des expériences voilà, c'est facile à faire et à la portée de tous. Cette idée que, finalement, aujourd'hui, l'homme n'est plus attendu nulle part. C'est comme si on édifiait, on modélisait des espaces de culture, comme sont les musées, et l'homme n'est pas vraiment le bienvenu. En tout cas, c'est ce que nous laissent entrevoir les photos d'exposition que les photographes officiels font les jours de fermeture. Hein. Les photographies officielles d'espaces d'exposition sont faites le jour où il n'y a personne, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens dans l'image, puisque finalement les gens, enfin, c'est pas ce qui compte, c'est l'orchestration des œuvres qui finalement souvent se chevauchent dans un aspect thématique ou chronologique, et dans ces espaces désertés par la présence humaine. Ce qui va faire dire à Walter Benjamin, un philosophe, cette belle chose qu'est-ce que ça vaut notre patrimoine culturel si nous n'y tenons pas par les liens de l'expérience, si nous ne nous approprions pas un parcours qui soit nôtre, avec toutes ces maladresses, tous ces à côté, tous ces à peu près. Parce que souvent, parfois, les gens sont complexés par rapport à la culture et ont peur d'être à côté de la plaque, de ne pas avoir les bonnes connaissances ou les bons gestes, mais c'est ce à quoi aussi j'ai envie d'œuvrer, c'est que c'est tellement jouissif de pouvoir jouer avec les références, avec les choses, avec les autorités légitimantes. Ça permet vraiment d'émanciper une liberté imaginaire, mais une liberté réelle, puisque l'imaginaire a ses répercussions dans le réel. Une autre chose, alors, cette période moderne finalement de littéralité et de rationalisation des choses, eh bien elle va se constituer comme une sorte de prison. Et là je vous montre une gravure de Piranèse, une prison imaginaire, une prison où les choses vont venir s'accumuler et où il n'y aura plus vraiment de personne pour en extraire le sens plaisant, le sens vivant, le sens spirituel. Alors, j'ai mis 2 images assez étonnantes en pendant. Cette idée que pendant très longtemps, les émotions humaines, on les figurait sur des mascarons, sur des statues. Elles venaient dans les romans allégoriques du Moyen-Âge, c'était des romans initiatiques qui vous racontaient souvent une histoire qui était la même. C'était un homme qui faisait un rêve et il se réveillait dans une forêt obscure et là, c'était le noir total et petit à petit, il voyait des allégories qui venaient à sa rencontre. Les allégories, ce sont des émotions humaines qui prennent la forme d'êtres humains qui viennent vous voir. Alors il y a jalousie, orgueil, amour, mélancolie.
et qui viennent vous donner des conseils. Et donc il y a tout finalement un rapport d'arpentage affectif et psychique, qui était une forme de psychanalyse, si vous voulez, initiatique, qui vous permettait de voyager à l'intérieur de vos propres craintes et de vos propres affects. Et donc il y avait cette dimension initiatique qu'on retrouvait sur les sculptures dans les églises et sur les mascarons que l'on mettait comme ici sur le Pont Neuf, qui était un lieu de passage. Donc un lieu de métamorphose, un lieu de menace potentielle, un lieu de transformation. Et bien aujourd'hui, les émotions humaines, elles sont réduites à des émoticônes qui vont, d'une certaine manière, réduire, standardiser d'une part toutes les psychés des hommes et les faire rentrer dans des enquêtes de satisfaction qui vont servir une sorte d'exercice d'intelligence artificielle qui va permettre à des algorithmes finalement de programmer l'improgrammable, c'est-à-dire l'âme humaine ou son destin. Et il y a un véritable combat de l'âme qui est à l'œuvre, une psychomachie, comme l'ont bien nommé les gens au Moyen-Âge, cette idée que l'âme est en combat avec elle-même et puis avec celle des autres. C'est le monde magique, c'est l'anima mundi. Et nous sommes encore aujourd'hui les héritiers de cette histoire. Je vais finir très bientôt avec 2-3 images, cette idée que on ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute vie intérieure, cette idée de Georges Bernanos, en essayant cette idée que dans cette standardisation des rythmes, des affects, de la gestion du temps, eh bien, on essaye de mettre tout sur une même ligne pour que tout soit bien évidemment mieux gouvernable et contrôlable et puisse servir aux fins d'intérêts qui nous échappent à tous. Cette idée qu'on a évacué bien évidemment le fantastique, l'imaginaire, que maintenant c'est le domaine neutralisé, apprivoisé par le folklore et à destination des enfants, c'est quelque chose qui ne dérange pas, mais cette imagination dont je vous parle, elle a quelque chose d'assez subversif, et comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, elle permet une réelle émancipation de soi. Le 19e siècle va avoir cette intuition aussi. On est en pleine époque industrielle, tout s'accélère. Et Jean Lorrain va dire « Il n'y a rien sous les yeux, et c'est là leur douloureuse et terrifiante énigme, leur charme hallucinant et abominable. Il n'y a rien que ce que nous émettons nous-mêmes. » Cette idée que la civilisation industrielle du 19e siècle, eh bien, les gens deviennent des sortes d'automates, et que finalement il n'y a plus de regard qui est projeté sur le monde, il n'y a plus de regard animé et vivant, tout devient mécanique, tout devient machinique. Pourtant l'imagination sait cette chose que le vrai fait ce qu'il peut, le faux fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment ce désir au centre de tout qui permet souvent de pouvoir plus que le pouvoir lui-même. Donc Paracels, grand mage, celui qui ne veut pas apprendre plus que ce que dit la lettre, celui-là demeurera une lettre et déjà il sera mort en lui-même. Donc aller au-delà de la lettre, essayer d'être dans ce qui serait de l'ordre de l'esprit, pour ressusciter cette figure du mage, du magicien, qui est toujours d'actualité et dont je suis un peu la porte-parole, avec cette idée qu'il s'agit pour le mage de chercher à provoquer un voir qui est tout autre chose qu'une déduction logique. Il ne s'agit jamais de mettre la pensée en accord avec elle-même, mais plutôt de la faire éclater, afin que par cet acte disruptif se montre ce qu'aucun raisonnement ne peut donner, et qui est le propre de chacun dans l'expérience que chacun fait des choses, et qui est la ressource, l'asile impillable, inaliénable, imprescriptible. Je vais finir sur cette phrase d'un ami philosophe qui s'appelle Alain Guyard et qui nous exhorte à cette dimension offensive, jouissive, carnavalesque de l'imagination créatrice, qui nous dit « L'invisible n'est pas qu'une posture romantique. Elle devient un recours stratégique pour quiconque aujourd'hui veut battre en brèche la société du spectacle. Le combat à mener aujourd'hui, c'est d'abord la réappropriation des moyens d'imaginer le monde contre les fétiches et les hypnoses, car l'image est magie. Il faut donc trouver les contresorts et les exorcismes.
Inventons les clés occultes, les charmes et les désenvoûtements par quoi nous clouerons aux portes de nos granges les chouettes et les hiboux de la sorcellerie capitaliste. Renverser ce monde et le subvertir de l'intérieur ne pourra se faire qu'à la condition que nous libérions les puissances aliénées de l'imagination active. Donc voilà, avec lui et avec tous ces saltimbanques et autres magiciens et gueux qui hantent la cour des miracles, je poursuivrai ce cycle de conférences, d'entresort et d'envoûtement, parfois d'exorcisme aussi, en septembre peut-être. Merci. Merci. Pour ceux qui veulent, on peut prendre un verre tranquillement entre nous.